Merci pour cette petite introduction, si on peut appeler ça comme ça. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Marie Barrois, je suis doctorant en 3e année au laboratoire M2C. Et ma thèse, elle fait partie du projet Destox, qui a pour objectif de décrire, quantifier le stockage de contaminants dans les sédiments du secteur des îles à l'amont de l'estuaire de Seine. Alors je vais vous présenter ici les principaux résultats obtenus jusque maintenant. Et le projet n'étant pas fini, il y a aussi un certain nombre de points qui sont pour l'instant work in progress. Alors le secteur des îles, qu'est-ce que c'est? C'est une section de l'estuaire amont entre le barrage de Pose et Rouen, qui a été largement aménagé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'objectif de ces travaux, c'était d'améliorer la navigation dans le chenal de navigation, tout simplement. Donc vous avez la figure de droite qui vous montre comment était le chenal de navigation jusqu'aux années 40-50. Donc avec aussi des hauts fonds. Tout ça, ça a compliqué grandement le trafic fluvial. Et donc, au cours des années 60-70, une succession d'aménagements, endiguements, arrasements, etc., ont permis d'aboutir à un chenal de navigation le plus rectiligne possible, comme vous voyez ici. Sauf que, involontairement, ces aménagements, ils ont aussi créé des zones de faible courant, à l'arrière de digues, dans des bras morts, etc., dans lesquels le sédiment s'est accumulé avec le temps jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez sur la figure du bas ici 5 sites qui sont mis en évidence. Ces sites, c'est des environnements de dépôts sédimentaires qui se sont constitués à la suite des aménagements. Et ces sites, ce sont nos 5 sites d'études dans le cadre du projet Destox qu'on va investiguer, à essayer de quantifier les stocks en présence. Alors juste pour concrètement vous montrer à quoi ça ressemble, on fait un petit zoom ici sur un de nos 5 sites. On est au niveau de la zone d'activité de Tourville-la-Rivière. Initialement, la Seine, elle se divisait en 2 bras jusqu'en 1976, où la construction d'une digue ici, sur la partie sud, a coupé, fermé le bras secondaire qui s'écoulait librement au sud. L'objectif de cette digue, c'était de rendre le chenal de navigation le plus rectiligne possible. Mais depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui, ce bras mort maintenant, s'est comblé progressivement. Et quand on compare des cartes bathymétriques anciennes, réalisées avant endiguement par les ponts et chaussées, aujourd'hui VNF, avec des relevés bathymétriques récents, on observe que jusqu'à 6 mètres de sédiments s'est accumulé pour un volume total de 100 000 mètres cubes. Donc des grandes quantités de sédiments qui sont accumulés depuis les années 70. Et ça, c'est un schéma qui se répète sur l'ensemble de nos sites d'études à l'estuaire amont. Alors le problème, c'est que le secteur des îles, c'est historiquement aussi un secteur qui est très impacté par les activités industrielles, avec des usines de production de solvants organiques, pesticides, automobiles, textiles, tout ce que vous voulez. Et ça a un impact sur les sédiments derrière. Vous voyez ici une figure tirée d'un article récent qui compile toutes les données disponibles de concentration en contaminants dans les sédiments, en l'occurrence ici les PCB. Les PCB, c'est des contaminants organiques aujourd'hui interdits d'utilisation, mais toujours présents dans les sédiments qui se sont déposés à l'époque où ils étaient utilisés. Et donc, on a un hotspot de concentration au niveau du secteur des îles, de l'estuaire amont plus largement ici, avec des concentrations dépassant les 500 microgrammes par kilogramme, qui sont toutes relevées sur des sédiments datés des années 70 à 90, donc juste après les travaux d'aménagement du chenal de navigation. Autrement dit, on a des très grandes quantités de sédiments qui se sont accumulés, auxquels sont associés probablement des fortes concentrations en contaminants, et donc potentiellement des stocks de contaminants considérables. Et jusqu'à maintenant, on avait très peu d'informations sur l'étendue, l'importance de ces stocks, et c'est le premier objectif, l'objectif principal du projet Destox, que de les quantifier. Et ça passe par une première phase de développement méthodologique qui permettent de le faire, puisque jusque maintenant, à part quelques estimations grossières, on n'avait pas de manière de le faire de manière robuste. Alors, pour développer la méthode qui nous permet de quantifier ces stocks, on a sélectionné parmi nos 5 sites d'études un site pilote, la Vasière-le-Garré. La Vasière-le-Garré, c'est un environnement de dépôt qui s'est constitué à l'arrière d'une digue construite en 1972 ici, entre 2 îles,
pour fermer la connexion entre le chenal de navigation au nord et le bras secondaire au sud. Et donc, quand on compare des cartes bathymétriques avant endiguement avec des relevés bathymétriques récents, on a jusqu'à 3 mètres de sédiments qui sont accumulés dans la vasière pour un volume total de 46 000 m3. Au cours de 2 campagnes de prélèvement en 2024, jolie photo, hein, on a prélevé 10 carottes de sédiments. Alors 10, quand on parle de carottage, c'est beaucoup, surtout sur un site qui fait seulement 2 hectares. Alors pourquoi autant de carottes? Parce que dans un environnement dynamique comme un estuaire, et particulièrement l'estuaire de Seine, les environnements de dépôt sédimentaires, ils vont avoir tendance à être très hétérogènes spatialement, sur le plan de leur structure, mais aussi sur le plan de la distribution des contaminants. Et donc on a besoin d'avoir une densité d'échantillonnage la plus dense possible pour avoir l'estimation la plus robuste, représentative in fine. Parmi ces 10 carottes de sédiments, on en a sélectionné une pour être la carotte de référence du site. Et cette carotte, on l'a datée et analysée pour déterminer les concentrations en contaminants en son long. Donc contaminants organiques, PCB bien sûr, mais aussi hydrocarbures. Et des contaminants métalliques, notamment nickel, cuivre, zinc, plomb. Bref, des contaminants qui sont ubiquistes dans les sédiments de la Seine. Donc ici, vous avez les profils de concentration en PCB et en plomb, le long de cet enregistrement de référence dans la vasière Le Garré. Mais globalement, on a les mêmes tendances et observations pour les hydrocarbures et les autres éléments traces métalliques, avec des concentrations qui sont supérieures au seuil de référence, S1, pour les sédiments dragués en France, jusqu'aux années 80, 90, voire 2000 pour certains contaminants. Une tendance globale le long de la chronique à la diminution des concentrations, en particulier dans les années 80, période à laquelle la réglementation se développe de plus en plus autour de l'utilisation de ces contaminants par les industriels. Alors, ces résultats, ils sont très intéressants, mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir aboutir à une quantification du stock. Et pour ça, on a besoin d'obtenir ces profils de concentration sur les 10 carottes qu'on a prélevées sur la vasière Le Garré. Le problème, c'est que la seule analyse de cette carotte de référence, elle a coûté cher. Elle nous a pris 2 mois d'analyse, rien que pour les PCB. Donc, c'est évidemment pas possible d'analyser toutes les carottes de la vasière Le Garré avec les mêmes méthodes conventionnelles utilisées pour l'analyse de cette carotte de référence, sachant que derrière, on a encore 4 autres sites à aller investiguer derrière. Alors, le projet des stocks, ça a aussi été l'occasion de développer, d'approfondir une approche méthodologique qui permet de pallier à ces limitations des méthodes conventionnelles, hein, le coût et le temps d'analyse. Et donc cette approche, c'est l'utilisation de l'imagerie hyperspectrale pour prédire les concentrations en contaminants dans les sédiments. Alors l'imagerie hyperspectrale, c'est une technique spectroscopique rapide et relativement peu coûteuse qui permet d'estimer la distribution de divers composés organiques et minéraux dans les sédiments. Nous, on utilise une caméra approche infrarouge qui mesure la réflectance entre 1000 et 2500 nanomètres. Et dans cette gamme, il y a divers composés qui absorbent des liaisons organiques, des argiles minéralogiques, l'humidité, etc. Et on a observé que les concentrations en PCB dans notre carotte covariaient avec certaines régions du spectre. Et ça, c'est intéressant parce que nous, ça nous permet d'utiliser ces régions du spectre qui covarient avec la concentration en PCB pour calibrer un modèle prédictif. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on calibre, comment on construit ce modèle prédictif. L'idée, simplement, c'est de pouvoir, uniquement à partir d'images hyperspectrales, obtenir des concentrations en PCB correspondantes grâce au modèle, sans avoir recours à des méthodes conventionnelles. Le graphique qui importe le plus ici, c'est le graphique de droite. Vous avez en noir le profil de concentration en PCB obtenu par des méthodes conventionnelles, donc en l'occurrence ici par chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse, et en bleu par-dessus le profil de concentration prédit par le modèle à partir d'imagerie hyperspectrale. Donc, à partir de là, l'idée c'est d'appliquer ce modèle sur les 9 autres carottes du site, sur lesquelles on n'a pas donc nécessité de faire des analyses classiques, mais dont on pourra simplement faire une acquisition hyperspectrale. Pour grossir le trait, c'est quelques minutes l'acquisition hyperspectrale versus des semaines d'analyse pour les méthodes classiques. Et ça nous permet d'avoir notre profil de concentration sur nos 10 carottes de sédiments. Alors une fois qu'on a ça, il y a une dernière étape avant d'arriver au résultat, c'est d'interpoler les concentrations entre les carottes, de spatialiser l'information. Et pour ça, il y a une dernière contrainte à prendre en compte, c'est la complexité du dépôt. Comme je le disais plus tôt, un environnement de dépôt sédimentaire est très hétérogène,
Et donc, du sédiment à 50 cm de profondeur sur une carotte, il peut correspondre au sédiment à 20 cm de profondeur sur une autre, ou à 1,50 m de profondeur sur une autre. Il peut s'être déposé à la même période. Donc quand on va interpoler, faire correspondre les concentrations contaminants entre les carottes, il faut qu'on tienne compte de cette complexité. Alors comment on fait? Vous avez à gauche, ici en bleu, le niveau bathymétrique en 1971, donc avant endiguement. Et au-dessus, avec un gradient de couleur, le niveau bathymétrique que j'appelle actuel depuis le début, mais c'est issu du relevé LIDAR réalisé en 2022. Et en rouge, vous avez aussi, pour l'illustration, la localisation des carottes qu'on a prélevées sur le site. Alors maintenant, si on zoome entre ces deux couches, entre 1971 et 2022, pour voir comment se décompose ce dépôt, comment il se structure, on fait un zoom, on arrive sur la figure de droite ici, et chacune des couches grises que vous voyez, c'est une limite stratigraphique qu'on observe sur chacune des 10 carottes qu'on a prélevées, et qui nous permet de construire ce modèle 3D stratigraphique, grâce auquel on peut interpoler les concentrations entre les carottes, sans créer de biais en interpolant entre les couches ou des choses comme ça. Alors ça permet même d'aller encore plus loin, parce que comme on a daté la carotte de référence, on peut estimer l'âge de chacune de ces couches, et donc calculer non pas seulement le stock total de PCB, mais aussi de décrire comment ce stock se met en place au cours du temps. Et ça donne ça, le stock cumulé de PCB dans la Vasière-le-Garré depuis 1972, donc avec un stock total de 23 kg de PCB accumulé depuis 1972, depuis l'endiguement du site. Donc 23 kg, comme ça parle pas trop. À titre de comparaison, le flux annuel actuel de PCB qui rentre dans l'estuaire via les matières en suspension au niveau du barrage de pose, on a pu le quantifier en déployant des pièges à sédiments en parallèle de la station de mesure mise en place par le GIP au niveau du barrage. Et ce flux, il est de 20 à 40, 50 kg de PCB par an. Donc on a sur ce seul site de la Vasière-le-Garré un stock de PCB qui est équivalent du même ordre de grandeur que ce qui rentre aujourd'hui annuellement à l'estuaire. Sachant qu'il y a plein d'autres sites que la Vasière-le-Garré, dont certains qui sont beaucoup plus grands, dans le secteur des îles, mais à plus large échelle aussi à l'estuaire amont. Ce stock, il se met en place très rapidement. On a 50% du stock qui se met en place en moins de 15 ans. On est passé globalement, on a un taux de séquestration de PCB de 40 mg par mètre carré par an entre 1972 et 1986 à 2 mg par mètre carré par an entre 2012 et 2017. Pourquoi? Parce que les concentrations en PCB sont beaucoup plus faibles aujourd'hui, et aussi parce que le taux de sédimentation est beaucoup plus faible aussi aujourd'hui. La Vasière, elle a atteint un certain niveau d'équilibre, elle ne s'engraisse quasiment plus. Alors ça, c'est pour le premier axe, quantification des stocks et développement méthodologique. On est en train d'investiguer d'autres sites sur lesquels on n'a pas encore abouti, donc je ne peux pas vous présenter les résultats. L'objectif, en allant investiguer d'autres sites, c'est de confirmer ou nuancer les observations qu'on a fait au niveau de la Vasière-le-Garré sur une plus large échelle, en tout simplement dézoomer. Voilà. Également, aller investiguer différents sites, cette comparaison, elle va nous permettre de répondre à une seconde question qui est importante dans le projet des stocks, c'est quel est l'impact du type d'environnement de dépôt sur le stockage de contaminants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a, dans nos 5 sites d'études, et plus largement à l'estuaire de Seine, il y a une diversité d'environnements de dépôt. Des environnements de dépôt supratidaux, intertidaux, avec un couvert végétal ou non, ouvert sur le chenal de navigation, et donc exposé au bâtillage ou non, etc. etc. Et l'idée, c'est de savoir si un type d'environnement de dépôt peut favoriser ou non le stockage de contaminants, et si oui, pourquoi, comment, quels sont les processus associés. Et donc, on fait en ce moment un focus sur un site. Alors, je suis grand, je me mets devant, je ne sais même pas si vous arrivez à voir. On fait un focus en ce moment sur un second site, les berges de l'île Durand, qui est entouré en rouge ici sur la photo aérienne du bas. C'est un environnement de dépôt qui s'est constitué à l'arrière d'une digue, construite en 1976, donc juste 4 ans après la digue de la Vasière-le-Garré. Et si vous reconnaissez, c'est aussi un site qui est juste à côté de la Vasière-le-Garré, qui est juste à l'ouest ici. Donc on a des environnements de dépôt qui ont à peu près le même âge, qui sont juste à côté l'un de l'autre, donc on peut supposer que les apports de contaminants sont similaires. Il n'y a pas une industrie qui vient rejeter ses effluents entre les deux, hein. Ils sont séparés par 200 mètres. Par contre, en termes de type d'environnement de dépôt, ça n'a rien à voir. Les berges de l'île Durand, c'est un environnement supratidal, avec un couvert végétal, du pâturage,
beaucoup de bioturbations par des vers de terre, etc. Bref, l'exact inverse de ce qu'on a pu observer dans la Vazère-le-Garré. Donc on est vraiment dans la configuration parfaite pour traiter cette question. Et donc en juin dernier, on est allé prélever une carotte sur ce site des berges de l'île Luran. Carotte qu'on a pu déjà en partie analyser. Vous avez à droite, pour l'exemple, le profil de concentration en plomb, en noir donc, le long de la carotte de l'île Luran, qui est à gauche ici. Et à titre de comparaison, j'ai superposé le profil de concentration en plomb en rouge acquis dans la carotte de la Vazère-le-Garré. Alors, c'est difficile de comparer comme ça deux profils en fonction de la profondeur. Normalement, on compare des profils en fonction de leur âge, en fonction du temps. On veut savoir si du sédiment qui s'est déposé à la même période entre les deux sites, il a des concentrations qui diffèrent, et si oui, est-ce que c'est dû à des différences granulométriques, des différences de quantité ou de qualité de la matière organique, etc. Mais pour le moment, cette carotte des berges de l'île Luran n'a pas été datée. Donc malheureusement pour aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin sur cette question-là. C'est l'histoire de quelques mois, des mois à venir. Alors après 2 ans, tiens, il y a une petite coquille là-haut. Il y a 2 fois écrit avec ça. Bon. Après 2 ans de projet, et un gros investissement de travail sur le terrain, beaucoup d'analyses aussi en laboratoire, 250 échantillons multipliés par une large gamme d'analyses. Je le précise parce que ça a impliqué beaucoup de gens de laboratoires différents, et je les remercie ici pour leur investissement. On a pu investiguer 4 sites pour 18 carottes. Donc je vous redis que du coup je ne vous ai présenté ici qu'une partie des résultats qu'on a pu accumuler jusque maintenant et sur lesquels on travaille encore. La première phase du projet, elle consistait en un développement méthodologique. Je vous ai montré l'utilisation de l'imagerie hyperspectrale pour prédire les concentrations en contaminants organiques. Mais pour les contaminants métalliques, on passe aussi par une autre approche spectroscopique qui est la fluorescence induite par les rayons X. Donc là aussi ça marche très bien, mais bon, pour des questions de temps, j'ai priorisé de vous montrer l'utilisation de l'imagerie hyperspectrale. Et grâce à cette méthodologie, on a pu quantifier le stock de contaminants dans les sédiments de la Vazère-le-Garré. Encore une fois, je vous ai présenté ici que les PCB, mais on a déjà des résultats pour les métaux et les hydrocarbures. Avec quelques enseignements généraux, on a un stock qui se met en place très rapidement dans les 10-15 premières années. Et depuis, en l'occurrence pour la Vazère-le-Garré, depuis 2012, ce stock ne bouge quasiment plus. Moins de 1% du stock s'est mis en place dans la Vazère-le-Garré depuis 2012. Donc, la question qui, j'imagine, intéresse beaucoup de gens ici, c'est, et à l'avenir, est-ce que, à défaut d'agir comme un puits, est-ce que ces environnements ils peuvent agir comme une source? Ça, c'est pas une question à laquelle on répond dans le cadre du projet des stocks, mais par contre, nos résultats, ils peuvent servir de base à des projets futurs qui s'attacheront à y répondre. Et sans réexpliquer ce que j'ai pu présenter à la diapo juste avant, mais on focalise nos efforts en ce moment sur ce deuxième axe qui est cette question, quel est l'impact du type d'environnement de dépôt sur le stockage du contaminant. Donc avec un focus sur 2 environnements contrastés, etc. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette excellente présentation. J'imagine qu'il y aura certainement des questions suite à ça. Merci beaucoup pour ta présentation. J'attendais avec beaucoup d'impatience voir les résultats. La question que je me posais, c'est est-ce que le proche infrarouge, est-ce que tu vois vraiment les molécules des polluants ou est-ce que tu vois les molécules des argiles et des limons et que tu as juste une covariance? Et si c'est le cas, en fait, si tu vois juste la covariance mais tu ne vois pas les molécules des polluants, est-ce que tu es obligé à chaque fois de faire une carotte de référence à chaque site à chaque fois que tu te déplaces, en fait? Oui, c'est la grosse limite. Alors, effectivement, dans le proche infrarouge, entre 1000 et 2500 nanomètres, les PCB, en l'occurrence, n'absorbent pas. Donc,
comment est-ce que ça marche? Les PCB, même s'ils absorbent pas dans le proche infrarouge, ils vont covarier le long de la carotte de sédiments avec des molécules qui, elles, absorbent dans le proche infrarouge. Donc, par exemple, les contaminants, ils peuvent avoir plus d'affinité pour les argiles ou peut-être que des unités sédimentaires qui vont être riches en eau, c'est plus du sédiment fin dans lequel on va retrouver plus de contaminants, etc. On peut imaginer comme ça un certain nombre de covariations et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des liens entre la réflectance dans le spectre et les concentrations en PCB, mais ce n'est pas les PCB qui directement absorbent. Donc oui, à ta deuxième question, la calibration elle est site dépendante. Donc on est obligé, quand on va aller investiguer un nouveau site, de refaire une calibration et donc de nouveau de sous-échantillonner et réanalyser de manière conventionnelle les carottes. Voilà. Merci. J'avais une autre question. Je suis là. Oui. Je rejoins les commentaires. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très bien. Quand tu as essayé de faire des stocks en combinant voilà, l'information de différentes carottes, essayer de refaire finalement un stock 3D de sédiments, et si tu en prenais qu'une et que tu considérais que c'était homogène, quelle incertitude tu as sur les volumes totaux? Je pense à ça parce que derrière, il y a potentiellement des recommandations pour faire des suivis ou pour aller sur d'autres vasières qu'on n'aurait pas testées. Et comme tu le disais, c'est beaucoup de temps, à la fois rien que pour aller prélever déjà, et puis après en termes d'analyse. Et donc je me disais quel était si aléatoirement tu en prends à chaque fois qu'une, que tu recalcules un flux, un stock complet, est-ce que tu as une idée de la dispersion de tes résultats en termes de stock? Oui, tout dépend de quelle carotte on choisit. Vous voyez que le site il est très hétérogène. Si on se met sur la partie ouest du site, ici, vous voyez que les couches profondes, elles sont relativement épaisses sur la partie ouest, alors que sur la partie est, elles sont beaucoup plus fines, voire inexistantes. Or, c'est dans ces couches profondes qu'il y a l'essentiel des contaminants historiques, type PCB en l'occurrence. Donc, si on prend une carotte qui a été prélevée sur la partie est du site, on va avoir des stocks de PCB qui sont l'ordre de 2-3 kg. Et si on prend une carotte uniquement sur la partie ouest du site, on va être sur 30-40 kg de PCB. Donc, on a un ordre de grandeur de différence entre les deux. Voilà. Après, le calcul de qu'est-ce qui se passe si j'en prends 2, qu'est-ce qui se passe si j'en prends 3, alors là, faut tester toutes les combinaisons possibles, parce que les 2 quels, les 3 quels, les 4 quels, et refaire tout le calcul tridimensionnel de structure, etc. Donc je ne l'ai pas fait pour des histoires de temps de calcul, mais on pourrait imaginer bloquer une tour pendant 6 mois et tester ça. Ouais. Alors moi j'avais juste une question sur un graphique. Oui, je suis là, pardon. Je crois que c'est le graphique suivant d'ailleurs sur la diapo suivante. En fait, voilà, exactement. En 1990, il y a une reprise de l'accumulation de PCB et je voulais savoir à quoi c'était dû. Est-ce que vous savez? On dirait que c'est scripté, c'est les questions parfaites. Ouais. Oui, effectivement, il y a une inflexion, on pourrait dire, dans le stockage cumulé. Le stockage cumulé est décrit un peu comme une courbe logarithmique, mais il y a cette inflexion ici au niveau des années 90, un petit peu avant. Alors à quoi ça correspond? On a 2 hypothèses, et la première hypothèse où on se mouille pas trop, ça peut être un artefact. Vous voyez qu'il y a une enveloppe de part et d'autre, c'est l'incertitude liée à l'incertitude des paramètres, donc l'artefact... ça peut tout à fait être linéaire et voilà. Une autre hypothèse qui est quand même vachement plus intéressante à développer, à cette même période, la digue à l'arrière de la vasière, elle a été restaurée. C'est-à-dire qu'à la fin des années 80, enfin même milieu des années 80, non, fin des années 70, pardon, on va y arriver. À la fin des années 70, la digue à l'arrière de la vasière Le Garret s'est ébréchée. Alors, on en retrouve des traces écrites, on ne sait pas concrètement qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que la digue elle était ouverte, béante ou pas. Mais en tout cas, cette digue elle était ébréchée et à la fin des années 80, il y a eu des travaux de restauration pour lesquels ils ont amené des grandes quantités de remblais supplémentaires, ils ont restauré cette digue. Alors, quel a été l'impact direct potentiel de la restauration? Est-ce que pendant les travaux, il y a eu de l'érosion d'une partie des stocks en place? Est-ce que, au contraire, entre le moment où il y a eu la brèche et le moment où la digue a été restaurée, il y a eu une inhibition du dépôt sédimentaire parce que un certain courant s'était recréé jusqu'à ce que la digue soit restaurée et donc que la sédimentation reprenne? C'est difficile à dire comme ça, mais on peut avoir effectivement quelques hypothèses.
Oui, bonjour. Sylvain Slaby, Université du Havre. Moi, j'ai une question qui rejoint la précédente concernant l'échantillonnage. Quand on connaît la variabilité qui existe sur un maillage spatial assez fin en termes de profil sédimentaire, mais aussi on peut penser aux communautés microbiennes, on sait que ça peut évoluer très vite en fait d'un mètre carré à l'autre. Comment on choisit où carotter? Là, par exemple, il y a eu 10 carottes de fait. Est-ce que c'est un profil géométrique simplement, ou alors c'est selon certains critères? Alors, déjà en termes de nombre, on se limite à des contraintes logistiques et de coûts. On ne peut pas faire 10 000 carottes. À partir du moment où on a décidé qu'on tournerait autour d'une dizaine de carottes, je le redis quand même, hein, mais quand on parle de carottage sur un site de 2 hectares, 10 carottes, c'est énorme. Normalement, on est sur 2 carottes sur des sites qui sont plus grands, 2-3 carottes. 10, c'est énorme pour un site de cette taille-là. Et comment est-ce qu'on a choisi de les répartir? On le voit mieux sur cette figure-ci d'ailleurs. Elles ne sont pas réparties de manière avec un quadrillage parfait, comme vous le voyez. Alors déjà, pour une raison, c'est que quand on carotte depuis un bateau, c'est difficile. Le bateau, il bouge. Et entre le moment où on se dit c'est là et le moment où on carotte, le bateau, il a bougé de 5 mètres. Mais on a aussi densifié notre échantillonnage sur la partie ouest du site, où l'épaisseur de sédiment est autour de 3 mètres, alors que sur la partie est... Super. Sur la partie est du site, ici, vous voyez, on a des épaisseurs de sédiments qui sont entre 0 et 1 mètre. Donc en termes de stock, c'est pas l'endroit auquel on s'attendait à trouver le plus de sédiments et de contaminants, in fine. Donc il y a une distribution des carottes à l'échelle du site qui se focalise plus sur la partie ouest. Oui. Par contre, parler de l'impact des micro-organismes à cette échelle-là, ouais, c'est vrai que... Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Dernière question, Florent. Merci. Donc oui, non, c'était une très belle présentation. J'ai une petite question sur quand tu compares les deux vasières à la fin. Donc là, j'ai bien compris que c'est pas encore recalé en termes de temps et donc ça va plus ou moins étirer les deux profils. Mais est-ce que, alors j'y connais rien, est-ce que les différences observées entre le rouge et le noir, on est dans le domaine de l'incertitude? Ou est-ce qu'il y a vraiment une différence et qu'est-ce qui explique justement qu'une des deux vasières est plus ou moins stockée? Alors malheureusement, encore une fois, comme la carotte elle n'est pas datée, c'est vraiment difficile de faire correspondre les niveaux du même âge l'un en face de l'autre. Donc je peux pas encore dire s'il y a différence. Je peux essayer de faire un modèle d'âge maison en essayant de recaler. Je sais que le fond c'est à peu près 1976, la période d'endiguement. Donc je peux essayer de recaler grossièrement comme ça. Maintenant, les différences de concentration, là le plomb est mesuré par ICP-MS, donc l'incertitude elle est quand même relativement faible. On est sur, de tête, on doit être quelque chose sur de l'ordre de 10%, entre 8 et 10%, quelque chose comme ça. Donc sur des concentrations autour de 200-300 mg par kilogramme, faut voir, encore une fois, c'est vraiment très difficile. Là, j'ai vraiment mis pour l'exemple, mais c'est difficile de discuter de profils de concentration quand ils ne sont pas recalés avec des modèles d'âge robustes, corrects. En fait, la question, c'était plutôt est-ce que vraiment il y a une différence notoire pour vous de stockage de plomb? Alors, quand on essaye, on a quand même fait le test de manière informelle avec un modèle d'âge maison, en recalant juste avec le peu d'informations qu'on a pour l'instant. On a des différences de concentration. Tout ça, il faut le prendre avec des grosses pincettes, parce qu'il n'y a pas de modèle d'âge, etc. C'est juste pour l'exercice, on va dire. On a des concentrations qui sont un peu plus faibles sur la carotte de l'île Durand à âge équivalent au fond de la carotte que dans la vasière Le Garret. Mais encore une fois, il faut recaler, etc. Maintenant, on est en train de faire des analyses granulométriques parce que ça pourrait simplement être dû à des différences granulométriques. On a un site qui est supratidal qui perçoit des apports de sédiments préférentiellement en période de crue, potentiellement du sédiment qui est plus grossier. Et comme les métaux, ils sont très contrôlés par la granulométrie, plus le sédiment est fin, plus la surface spécifique est importante, plus on va retrouver de métaux. Cette différence de concentration, elle peut s'expliquer simplement par une différence granulométrique. Et également, on est en train de travailler sur la matière organique. Mais encore une fois, je ne veux pas trop mouiller. Là, les profils n'ont pas été recalés, donc c'est vraiment très 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 difficile là, de discuter ça pour le moment. Je te remercie une nouvelle fois pour ces super résultats.